Je vous le disais en début de journal, la 17e édition du Forum international Meddays s'est ouverte hier soir à Tanger sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, organisé par l'Institut Amadeus sous le thème Fracture et polarisation, réinventer l'équation mondiale. Cette édition propose une cinquantaine de sessions couvrant un large éventail de thématiques géostratégiques majeures avec un accent particulier cette année sur les enjeux, défis et opportunités auxquels l'Afrique et les pays du Sud sont confrontés. Notre envoyé spécial Bachir Thiam a interviewé Alioune Sall, il est directeur exécutif de l'Institut des futurs africains. On regarde. Bienvenue sur Média 1 TV. Notre invité aujourd'hui, c'est Alioune Sall. Il est directeur exécutif de l'Institut des futurs africains. Il est avec nous dans le cadre aussi de la 17e édition des Meddays qui se tient ici à Tanger depuis ce matin. Donc aujourd'hui jusqu'à samedi, sur 4 jours. Monsieur Sall, vous êtes parmi les experts attendus ici à Tanger. Avec vous, il y a 250 autres experts peut-être, ou en tout cas assimilés, qui sont là pour cette démarche-là. Monsieur Sall, d'abord, la première question à vous poser, c'est de m'expliquer ce qu'est l'Institut des futurs africains. C'est vaste comme programme. Oui, je vais répondre à votre question, mais avant de le faire, je voudrais dire ma joie d'avoir été invité à cette 17e édition, parce que le thème de cette 17e édition me parle, puisqu'il est question de fracture, il est question de fragmentation, il est question de réinvention du monde, et il se trouve que ce sont là des sujets sur lesquels mon institut travaille. Alors, l'Institut des futurs africains a été créé en 2002. Il a repris à son compte des actifs intellectuels qui avaient été accumulés dans le cadre d'un projet financé par les Nations Unies et qui, entre 1992 et 2002, a appuyé un certain nombre d'États africains soucieux d'explorer ce que l'avenir pouvait comporter comme opportunité, mais également comme risque pour eux, en vue d'en tenir compte dans la planification du développement. Ce projet a eu donc un appui des Nations Unies et à partir de 2002, nous avons estimé qu'il était nécessaire de l'institutionnaliser, de réduire donc sa dépendance par rapport aux Nations Unies, d'en faire un institut autonome. Et nous sommes donc, depuis 2002, nous avons le statut d'organisation non gouvernementale internationale, des think tanks, basés en Afrique du Sud, mais opérant dans les pays africains qui le souhaitent. Très bien. Vous l'avez dit, vous avez dit que le monde traversait peut-être des transformations, d'où le sens que vous donnez à l'Institut aujourd'hui, en tout cas sa réorientation dans son déploiement. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans le monde et sur notre continent aussi, forcément, l'Institut des futurs africains peut jouer ou joue un rôle déjà dans la démarche de négociation, en tout cas d'explication, de faire connaître déjà ce qui se passe autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, peut-être que tout le monde ne maîtrise pas autour. Est-ce que votre démarche est aussi de faire savoir? Notre démarche vise d'abord effectivement à produire un regard sur la situation actuelle. Nous vivons un monde qui a connu et qui connaît des évolutions rapides. Un certain nombre de fondamentaux que l'on pensait solidement établis sont en train d'être bouleversés. Faites allusion au multilatéralisme? Je pense au multilatéralisme qui aujourd'hui est en crise, mais je pense aussi à la transition, aux défis liés au changement climatique, les problèmes liés à la démographie, les problèmes liés au changement économique. La notion de développement elle-même a changé et l'environnement géoéconomique et géopolitique du développement a énormément changé au cours des dernières années. Et nous donnons comme mission de présenter une lecture aussi fidèle que possible de la complexité de ces changements
qui affectent la sphère économique, sociale, politique, environnementale, culturelle et technologique de l'Afrique. Mais c'est surtout une lecture vue d'Afrique. C'est une lecture africaine. C'est une lecture qui est offerte au monde par l'Afrique. Comment l'Afrique voit le monde et comment l'Afrique se voit dans le monde. Parce que l'Afrique, évidemment, n'est pas une monade isolée qui peut évoluer par elle-même. L'Afrique est façonnée par la façon dont le monde évolue et l'Afrique contribue à façonner le monde par ce qu'elle fait et par ce qu'elle ne fait pas. Vous ne dites pas traverser, vous dites façonner. Oui, j'ai dit bien façonner parce que la forme de ce monde connaît des changements. Vous avez par exemple, sur le plan géoéconomique, le Pacifique joue aujourd'hui un rôle plus grand que la façade atlantique dans certains domaines. Il y a sans doute quelques siècles, mais peut-être même encore quelques décennies, ce n'était pas le cas. L'Atlantique jouait un plus grand rôle. L'Atlantique est appelé par contre, sans doute, à jouer un plus grand rôle pour l'Afrique dans les années qui viennent, ne serait-ce qu'avec l'initiative royale de la façade atlantique. Il est certain qu'il y a donc des changements qui s'opèrent sous nos yeux. La carte du monde se déforme en fonction des flux économiques, politiques, des changements culturels, etc. Et nous avons donc plusieurs regards, plusieurs cartes qui ne se superposent pas nécessairement. Et il nous semble important d'offrir une lecture de cette complexité dont nous sommes témoins aujourd'hui. Donc c'est une lecture prospective d'abord et ensuite sociologique ensuite pour comprendre. C'est d'abord une lecture qui va au-delà d'un état des lieux. Nous ne nous contentons pas d'offrir une photographie de la situation de l'Afrique aujourd'hui. Nous nous efforçons de montrer comment on est arrivé à la photographie que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on attend de vous, de cette photographie? Est-ce qu'on attend des pistes de solutions? Ce que l'on attend de nous, c'est d'identifier d'abord ce qui ne va certainement pas changer dans les quelques décennies qui vont venir, ce que l'on appelle les invariants, sur lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. Ce n'est pas demain que le Sahara va être vert. Il a été vert dans le temps, il y a quelques millions d'années. Il ne va pas l'être à nouveau de notre vivant. Malgré les investissements investissements, le Sahara restera encore un désert, au moins pour les siècles à venir. Il y a donc des invariants avec lesquels il faut compter. Mais il y a également un certain nombre de tendances lourdes qu'il faut prendre en considération dans la planification du développement. Une de ces tendances lourdes, c'est par exemple l'urbanisation. Le continent africain est un continent qui s'urbanise très vite. Déjà, dans certains pays, la moitié de la population est urbanisée et il est vraisemblable que d'ici la fin de ce siècle, l'urbanisation sera encore plus prononcée. Quand vous dites la population, la grande partie de cette population urbanisée, vous parlez de citadins qui vivent en ville. Oui, je parle de citadins parce que nulle part dans l'histoire du monde contemporain, on a su arrêter l'urbanisation, l'agglomération des populations dans des villes. Il y a deux exemples qui sont de sinistre mémoire. C'est pendant la révolution culturelle en Chine et peut-être au Cambodge sous la dictature de Pol Pot. Mais à l'exception de ces deux exemples, partout l'urbanisation s'est poursuivie et je crois que l'Afrique ne fera pas exception à la règle. C'est une tendance lourde. Une autre tendance lourde qui est également importante, c'est la demande de plus en plus importante pour l'accès à l'information et la demande de plus en plus importante également pour la démocratisation des économies et des sociétés et pour une plus grande égalité dans les rapports entre le Nord et le Sud. Donc tout ce que vous avez cité, c'est un déficit actuellement. Il y a des problèmes sur ces différentes questions dont il faut prendre la mesure. Il faut comprendre
qui sont les acteurs derrière les facteurs de changement et quelles sont les stratégies des acteurs. Donc, pour revenir à ce que lui est attendu de nous, lorsque nous procédons à un diagnostic de l'Afrique, nous nous intéressons aux dynamiques qui façonnent l'Afrique et nous nous intéressons aux facteurs qui sont concernés par ces dynamiques et aux acteurs qui sont derrière ces facteurs, parce qu'un facteur, quelque important qu'il puisse être, n'évolue jamais seul. Quelle que puisse être sa motricité, l'évolution d'un facteur dépend de la stratégie des acteurs qui essaient d'en avoir le contrôle. Donc c'est un exercice assez complet que nous essayons de faire. Mais le diagnostic n'a de sens pour nous que parce qu'il sert de point de départ à une exploration, d'abord à une exploration de qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut advenir de notre monde. Si les tendances lourdes se poursuivent, quel scénario va-t-on connaître? Si par contre, il y a des infléchissements dans les tendances lourdes, si les germes des changements qui aujourd'hui peuvent être embryonnaires arrivaient à prendre une certaine ampleur, les tendances lourdes, y compris celles-là qui sont les plus affirmées, pourraient se voir infléchies dans un sens ou dans un autre. Et avec cet infléchissement, nous pouvons connaître des scénarios contrastés, des scénarios différents de ceux-là qui seraient des scénarios tendanciels. J'ai envie de dire, est-ce que la situation est grave, docteur? La situation n'est ni grave ni désespérée, la situation est complexe. Elle est complexe, c'est-à-dire qu'elle est à la fois porteuse de danger, mais aussi porteuse d'opportunités. Et en réalité, danger ou risque et opportunité ne sont que les deux aspects d'une même médaille. Ce n'est pas un hasard si c'est les mêmes idéogrammes qui, en chinois, désignent le danger et l'opportunité. L'Afrique connaît effectivement une situation où, si certaines tendances se poursuivent, le risque de voir le continent se marginaliser ou être marginalisé est très important. Il ne faut pas se le cacher, en vertu de la règle selon laquelle ce qui est négligeable doit être négligé. Oui, absolument. C'est un principe connu. Et si certaines tendances africaines se poursuivent, ce risque de marginalisation n'est pas nul. Par contre, si l'Afrique prend conscience de ce qu'elle a, de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut devenir, nous avons aujourd'hui, dans cette situation de crise, l'occasion de faire du neuf, d'innover et d'aller vers des scénarios un peu plus heureux. Il nous faut au moins sortir avec peut-être une note d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent cette Afrique-là, quelle est leur réponse à vos études, à vos propositions, à vos perspectives? Les réponses sont contrastées. Il y a effectivement des pays qui ont su faire un très bon usage des réflexions prospectives et qui ont donc bâti leur planification, leur système de planification autour d'une vision de long terme qu'ils essaient d'atteindre par le biais de stratégies à moyen terme, etc., etc. Donc il y a de l'espoir encore. Et dans ces pays-là, il y a de l'espoir. Il y a surtout le sentiment de responsabilité des Africains par rapport à leur propre devenir. On est donc loin de ce sentiment d'impuissance qui a pu régner dans certains cas, ou de la dénonciation d'une Afrique victime de l'extérieur, etc. Il y a le sentiment qu'il est de la responsabilité des Africains de trouver les chemins qui les mèneront vers la vision qu'ils considèrent à la hauteur de leurs ambitions. Le message est entendu, je crois. Merci beaucoup. Merci, M. Sall. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité de cette journée. C'est une journée qui commence très, très, très tôt ce matin à Tanger, qui va finir très tard certainement, parce que beaucoup d'experts comme lui et d'autres viendront aussi sur ce plateau. Merci de votre attention. Merci de rester fidèle à Médiane TV.